Octobre 1942, station 105, aérodrome de Shelston, Angleterre. La tente chirurgicale se remplit d'un autre navigateur blessé alors que le colonel Malcolm Cummings Gros se penche sur la table d'opération, les mains travaillant à retirer des fragments de flak allemands de la cavité thoracique du jeune homme. Les éclats de métal avaient traversé son blouson en cuir aussi facilement que le papier à travers le tissu. L'esprit de Gros enregistre ce que ses yeux ont vu des dizaines de fois auparavant au cours des semaines récentes. La trajectoire était à basse vitesse. Le modèle de la blessure suggérait que les fragments avaient déjà perdu la majeure partie de leur énergie avant l'impact. Si seulement il y avait eu quelque chose, n'importe quoi, entre la peau de ce jeune homme et le fragment d'obus explosant à l'extérieur de son bombardier. À travers la tente chirurgicale, Gros pouvait entendre un autre B-17 atterrir. Les moteurs tous après avoir traversé le canal depuis une autre attaque de jour au cœur du Reich d'Hitler. À distance, d'autres ambulances s'approchent. Les mathématiques deviennent insupportables. Près de 70% des victimes qui affluent à son hôpital de campagne partagent la même caractéristique de blessure. Des missiles à déplacement plus lent, des fragments de flak qui tournent dans l'air après que les obus anti-aériens ont éclaté autour des bombardiers américains à 20 000 pieds. Des morceaux de l'avion lui-même, arrachés par les explosions et transformés en projectiles mortels à l'intérieur des fuselages étroits. Le jeune navigateur survivra. D'autres, ce jour-là, ne survivront pas. Lorsque le chirurgien s'éloigne de la table d'opération, il prend une décision qui modifiera les mathématiques de la guerre aérienne. Ces blessures sont évitables. La technologie pour les prévenir existe déjà depuis des siècles. Quelqu'un a juste besoin de poser la bonne question au bon endroit. Dans les mois qui suivent, cette question sauvera la première de ce qui deviendra finalement des milliers de vies. L'effondrement des équipages de bombardiers non protégés a commencé le 17 août 1942, lorsque le 97e groupe de bombardement a lancé la première mission de bombardiers lourds américains de la guerre. 18 B-17 Flying Fortress ont traversé la Manche pour attaquer les yards de triage de Rouen-Sautun en France occupée. Le major Paul Tibbets a mené 12 bombardiers contre la cible principale tandis que 6 autres ont effectué une mission de diversion. Tous les avions sont rentrés sains et saufs, mais l'opposition relativement légère près de la côte française se révélera trompeuse. À mesure que la 8e force aérienne pousse plus loin dans le territoire contrôlé par les Allemands à l'automne et à l'hiver 1942, les statistiques des victimes commencent à raconter une histoire sinistre qui contredit toutes les hypothèses sur le bombardement de précision de jour. Octobre 1942 apporte la première analyse complète des victimes de combat de la 8e force aérienne. Les officiers médicaux compilent des données à partir de chaque aviateur blessé qui passe par les hôpitaux britanniques. Les chiffres révèlent un modèle qui choque les planificateurs militaires qui s'attendaient à ce que la principale menace soit les avions de chasse allemands et leurs mitrailleuses. Au lieu de cela, l'analyse montre qu'environ 70% de toutes les blessures des équipages de bombardiers résultent de projectiles à vitesse relativement basse. Non pas des balles des FW-190 ou des Me-109, mais des fragments d'obus anti-aériens explosant et des morceaux des bombardiers eux-mêmes arrachés par les éclats de flak. L'environnement de flak sur l'Europe occupée est différent de tout ce que les planificateurs aériens américains avaient anticipé. Les batteries anti-aériennes allemandes appelées Flugabwehrkanonen ou flak avaient été développées et affinées au cours des années de combat. À la fin de 1942, la Luftwaffe avait positionné des milliers de canons autour des cibles stratégiques. Le canon flak standard de 88 mm pouvait tirer des obus à des altitudes dépassant 30 000 pieds. Chaque obus transportait une fusée à retardement conçue pour exploser à une altitude prédéterminée, transformant le corps de l'obus en centaines d'éclats tranchants voyageant à des vitesses mortelles. Le colonel Gros comprend immédiatement les implications médicales. L'analyse d'octobre révèle que les blessures au torse constituent la majorité des blessures mortelles. Les blessures à la poitrine représentent 36% des décès parmi les équipages non blindés, tandis que les blessures abdominales ajoutent 39% supplémentaires. Combinées, les blessures au corps représentent 75% de tous les décès parmi les équipages de bombardiers. Les mathématiques sont simples.
Protéger le torse, réduire les décès. Mais la solution n'est pas évidente. L'armée de l'air des États-Unis n'a pas de programme de blindage corporel en 1942. Le concept de blindage personnel est tombé en défaveur militaire pendant la Première Guerre mondiale, lorsque les expériences avec des gilets en acier ont prouvé que le poids était prohibitif pour les soldats d'infanterie qui avaient besoin de mobilité plus que de protection. La guerre aérienne présente des paramètres différents. Les équipages de bombardiers sont déjà gênés par l'équipement d'oxygène, les parachutes et les combinaisons de vol lourdes. Ils opèrent dans des espaces confinés où la mobilité compte moins que la survie. Le plus critique, ils font face à un profil de menace spécifique dominé par des fragments à déplacement plus lents plutôt que par des balles à haute vitesse. La formation chirurgicale de Gros lui donne une compréhension que les planificateurs militaires n'ont pas. Il comprend la balistique des blessures. Un fragment d'obus de flak après avoir voyagé 200 yards du point d'explosion à l'avion a perdu la majeure partie de sa vitesse initiale. De tels projectiles voyageant peut-être à 500 à 1000 pieds par seconde peuvent être arrêtés par des plaques d'acier relativement minces. Le même principe s'applique aux fragments de structures d'avion arrachés par les explosions. Ce ne sont pas des balles perforantes voyageant à 3000 pieds par seconde. Ce sont des morceaux de métal qui ont déjà dépensé une grande partie de leur énergie cinétique. En octobre 1942, Gros soumet une proposition au quartier général de la 8e force aérienne demandant l'autorisation de développer un blindage corporel pour les équipages de bombardiers. La proposition cite l'analyse des victimes et comprend des croquis préliminaires d'un gilet incorporant des plaques d'acier chevauchantes cousues dans un tissu. La conception est inspirée par l'armure historique, en particulier l'armure de brigandine médiévale, qui utilise le même principe de petites plaques chevauchantes pour fournir de la flexibilité tout en maintenant la protection. La réponse initiale de la direction de l'armée de l'air est le scepticisme. Le poids est la préoccupation immédiate. Les équipages de bombardiers transportent déjà environ 40 livres d'équipement, y compris des parachutes, des systèmes d'oxygène et des combinaisons de vol. Ajouter un blindage substantiel semble impraticable. Il y a également des inquiétudes concernant le coût, la capacité de production et le fait que les équipages porteront réellement l'équipement au combat. Certains officiers font valoir que l'amélioration de la capacité d'escorte de chasse serait plus efficace que la fourniture de blindage. Gros persiste. Il propose un test sur le terrain limité. Produire une petite quantité de gilets de blindage. Les distribuer aux équipages. Suivre les statistiques des victimes par rapport aux équipages non blindés. Laisser les données prouver le concept. Le quartier général autorise l'expérience avec une condition critique. Le blindage doit être développé rapidement et fabriqué en dehors des canaux d'approvisionnement militaire normaux. L'armée de l'air manque de capacité pour produire du blindage sur le territoire national à court préavis. Gros contacte les Britanniques pour obtenir de l'aide. La Royal Air Force a expérimenté le blindage corporel pour ses propres équipages de bombardiers, mais a rencontré des obstacles. Les bombardiers britanniques, en particulier l'Avro Lancaster, qui forment l'ossature du commandement des bombardiers de la RAF, ont des positions d'équipage extrêmement étroites. Les espaces confinés rendent le blindage encombrant impraticable. Les expériences de blindage de la RAF ont été abandonnées à la fin de 1942 comme inapplicables à la configuration de leurs avions. Cependant, les bombardiers américains offrent un peu plus d'espace intérieur. Le B-17 et le BE-24, bien que certainement étroits par rapport à toute norme civile, fournissent un peu plus de place que le Lancaster. Ce qui ne fonctionne pas pour la RAF pourrait fonctionner pour les Américains. Les Britanniques mettent Gros en contact avec la société Wilkinson Swart, une entreprise ayant une curieuse réputation pour le développement de blindage de guerre. Fondée en 1772, Wilkinson a construit sa réputation en fabriquant des épées, des baïonnettes et plus tard des rasoirs. Mais l'entreprise maintient une expertise en métallurgie et a une longue histoire de travail sur le blindage remontant à l'ère victorienne, lorsqu'elle produisait des gilets pare-balles pour les officiers britanniques servant dans des conflits coloniaux. Pendant la Première Guerre mondiale, Wilkinson a fabriqué du blindage corporel pour les officiers,
bien que le poids ait rendu cela impopulaire. À la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise a déplacé la plupart de sa production vers les systèmes de suppression d'incendie d'avions, mais elle a conservé les connaissances techniques pour travailler avec les plaques de blindage. Gros se rend au site de Wilkinson en octobre 1942 avec ses conceptions préliminaires et ses données médicales. La collaboration qui suit représente un partenariat inhabituel entre la médecine militaire et la fabrication civile. Gros apporte sa compréhension de la balistique des blessures et de l'anatomie humaine. Wilkinson contribue son expertise en métallurgie et en ingénierie de production. Ensemble, ils affinent la conception à travers de multiples itérations. Chacune d'elles équilibre la protection, le poids et la flexibilité. La conception finale se compose de 3 pièces distinctes. Le gilet principal couvre le torse avant et arrière. Une pièce séparée protège l'abdomen inférieur et le bassin. Une pièce supplémentaire peut être configurée pour protéger des positions d'équipage spécifiques, comme le mitrailleur de la tourelle sphérique qui fait face à des angles de menace uniques. Chaque section incorpore des plaques d'acier de 2 pouces carrés. Chaque plaque mesure environ 1 mm d'épaisseur. Les plaques se chevauchent légèrement, cousues dans des poches à l'intérieur d'une coque en toile de coton épais, avec un dos en coton doux pour le confort. L'innovation critique est la sélection de l'acier au manganèse. Cet alliage fournit une dureté suffisante pour arrêter ou détourner les fragments à vitesse réduite, tout en restant suffisamment mince pour garder le poids gérable. Chaque plaque d'acier pèse seulement quelques onces, mais collectivement, elles fournissent une couverture pour les zones vitales du torse. Le gilet complet et la combinaison de protection pèsent environ 22 livres, substantiel, mais pas prohibitif, compte tenu des vies en jeu. La conception comprend un mécanisme de libération rapide consistant en des cordes colorées et des fermoirs. Tirer sur la corde de retenue rouge libérera instantanément l'ensemble du système de blindage, répondant aux inquiétudes concernant les équipages qui ont besoin de s'échapper ou de quitter rapidement les avions endommagés. Au début de 1943, Wilkinson a produit des prototypes de combinaisons de blindage pour les tests. Les tests commencent en mars 1943 avec des équipages qui reçoivent les gilets de blindage fabriqués en Grande-Bretagne. Les premières missions avec blindage montrent des résultats prometteurs. Des membres d'équipage blessés commencent à apparaître dans les hôpitaux de campagne portant des gilets de blindage endommagés qui ont arrêté les fragments. Les officiers médicaux examinent les gilets et trouvent des fragments de flaques incrustés dans les plaques d'acier, arrêtés avant de pénétrer complètement. Les fragments avaient perdu suffisamment d'énergie en voyageant de l'éclat de flaque à l'avion pour que l'acier au manganèse mince soit suffisant pour les vaincre. Au printemps 1943, la demande de combinaisons de blindage commence à augmenter. Le mot se répand à travers les bases de la 8e force aérienne en Angleterre. La capacité de production britannique via Wilkinson Swart ne peut pas répondre à la demande croissante. L'entreprise a déjà engagé ses installations dans d'autres priorités de production de guerre. Ils peuvent produire peut-être 100 combinaisons de blindage par mois, très en deçà des milliers nécessaires pour équiper la flotte de bombardiers de la 8e force aérienne en expansion. À l'été 1943, le colonel Gros travaille pour organiser la production nationale. Le département de la guerre autorise la production immédiate de blindage fabriqués aux États-Unis. Le contrat est inhabituel car il implique une collaboration entre les arsenaux militaires et les fabricants civils, y compris le Metropolitan Museum of Art à New York. L'atelier de blindage du musée, doté d'experts en armure médiévale et d'artisans qualifiés, devient le principal centre de recherche en design. Ces spécialistes étudient les conceptions d'armure historiques, en particulier l'armure de brigandine du XVe siècle, et adaptent les principes aux matériaux et techniques de fabrication modernes. Stephen Grance, conservateur du département des armes et de l'armure du Metropolitan Museum, dirige l'effort de recherche. Son article de 1945 dans le bulletin du Metropolitan Museum of Art décrit le processus. La conception du gilet de blindage M6, qui est le dernier blindage standardisé pour les aviateurs, est basée sur l'une des brigandines du musée, datant d'environ 1400. Les costumes de blindage dans les salles d'exposition sont constamment étudiés pour obtenir des suggestions,
et aucun type qui semble offrir la moindre promesse d'adaptation n'est négligé. Le blindage lourd pour le sport militaire de la joute, le blindage de bataille plus léger, les chemises de maille, le blindage en écaille et les vestes rembourrées de la Renaissance ont tous été soigneusement examinés. La collaboration entre les experts en armure médiévale et les ingénieurs militaires modernes représente l'un des partenariats de recherche les plus inhabituels de la guerre. Les artisans du musée qui restaurent normalement des artefacts historiques inestimables conçoivent maintenant de l'équipement de sauvetage pour les équipages de bombardiers. L'expertise accumulée au cours de siècles de développement de blindage devient soudainement pertinente à nouveau à l'ère de la guerre aérienne. La production américaine commence à mi-1943 avec plusieurs installations produisant des variations de la conception de base. Le gilet standard M1 utilise du nylon pour la coque extérieure au lieu de toile, une modification qui améliore la résistance à l'eau et la durabilité. Le dos en coton est conservé pour le confort. Les plaques d'acier restent de la même spécification développée avec Wilkinson Swart. La production augmente rapidement à mesure que les fabricants à travers les États-Unis commencent à recevoir des contrats. Le 5 octobre 1943, le gilet de vol M1 est officiellement adopté comme équipement standard pour tous les équipages de bombardiers de la 8e Force aérienne. La note d'autorisation spécifie que chaque membre d'équipage de combat recevra un blindage adapté à sa position dans l'avion. La décision représente une entreprise logistique massive. La 8e Force aérienne s'étend rapidement à l'automne 1943. De nouveaux groupes de bombardiers arrivent en Angleterre chaque mois. Chaque groupe nécessite des centaines de combinaisons de blindage. Le gilet M1 pèse 17 livres et 6 onces, plus léger que le modèle Wilkinson britannique en raison d'améliorations dans l'agencement des plaques et la sélection des tissus. Les pilotes et les copilotes qui s'assoient sur des sièges blindés qui les protègent de dessous reçoivent un gilet M2 modifié avec moins de couverture arrière. Les mitrailleurs de la tourelle sphérique reçoivent le tablier M3 conçu pour les espaces étroits de leur position. Les mitrailleurs de hanche reçoivent le tablier M4 optimisé pour les positions debout. Les bombardiers, les navigateurs et autres personnels assis reçoivent le tablier M5 pour le bassin pour compléter le gilet principal. La conception modulaire permet aux équipages de configurer la protection en fonction de leur exposition spécifique à la menace. La résistance initiale à porter le blindage disparaît rapidement une fois que les équipages l'ont expérimenté au combat. Au début de 1944, le programme de blindage s'est étendu pour inclure d'autres équipements de protection. Le casque M3, conçu spécifiquement pour les équipages de bombardiers, offre une meilleure protection contre les éclats que les casques d'infanterie standard. Le casque utilise des bandes de métal chevauchantes en acier au manganèse sur une base de casque de vol en cuir. Le casque gros, nommé d'après son inventeur, présente 5 bandes de métal chevauchantes qui peuvent arrêter les fragments qui pénétreraient les conceptions de casques standards. Une étude exhaustive menée par les officiers médicaux de la 8e Force aérienne examine les taux de victimes en comparant les équipages blindés et non blindés. L'étude documentée dans les histoires officielles du département médical de l'armée examine 1117 victimes de combats de groupes de bombardement lourds. Parmi les équipages qui ne portaient pas de blindage corporel, les décès dus à des blessures à la poitrine étaient de 36% et les blessures abdominales de 39%. Parmi les équipages blindés, ceux-ci ont baissé à 8% et 7% respectivement, représentant une réduction de 77,1% des décès dus à des blessures thoraciques et de 82,1% des décès dus à des blessures abdominales. L'analyse supplémentaire montre une réduction de 58% des personnes blessées et de 60% des blessures totales subies par les équipages de bombardiers après l'introduction du blindage. Le blindage ne peut pas prévenir tous les décès. Les blessures à la tête restent mortelles, quelle que soit la protection du torse. Les blessures aux membres continuent de causer des victimes. Les fragments frappant à des angles extrêmes peuvent parfois pénétrer à travers les lacunes. Les impacts directs de projectiles de plus grand calibre peuvent vaincre les plaques d'acier minces. Mais le blindage réussit à sa mission principale en arrêtant la majorité des fragments à déplacement plus lent qui constituent la principale menace pour les équipages de bombardiers.
Le 14 octobre 1943 apporte la mission qui deviendra connue sous le nom de Black Thursday. La deuxième attaque contre les usines de roulement à billes de Schweinfurt voit 291 B-17 décoller. 60 bombardiers sont perdus, 17 autres endommagés au-delà de toute réparation et 121 retournent avec des dommages de combat. Les pertes sont dévastatrices, représentant plus de 20% de la force attaquante. Les officiers médicaux examinant les équipages qui rentrent trouvent que le blindage a empêché de nombreuses victimes supplémentaires. Les membres d'équipage montrent des gilets endommagés avec des fragments incrustés dans les plaques d'acier. Sans blindage, le nombre de victimes aurait été encore plus élevé. Mais le blindage ne peut pas surmonter les défis fondamentaux des bombardements stratégiques de jour en 1943. Même avec la protection, les équipages font face à des chances accablantes pendant les mois les plus sombres de la guerre aérienne. Le point de basculement pour les opérations de bombardiers vient non pas du blindage seul, mais de l'escorte de chasse. L'introduction des PE-51 Mustang avec une portée suffisante pour escorter les bombardiers profondément en Allemagne change l'équilibre tactique. Les chasseurs à longue portée peuvent engager les intercepteurs allemands avant qu'ils n'atteignent les formations de bombardiers. La combinaison d'une meilleure escorte de chasse et de blindage corporel crée une synergie qui améliore considérablement les taux de survie à partir du printemps 1944. À la veille de l'invasion de la Normandie en juin 1944, la 8e force aérienne est devenue une force de combat mature. Des milliers d'avions mènent des frappes de précision contre les réseaux de transport français et les défenses allemandes. Le programme de blindage a équipé virtuellement tous les équipages de bombardiers. La production a surmonté les pénuries initiales. À la fin de la guerre, 338 780 gilets M1 ont été produits, ainsi que 95 919 gilets M2. L'un des aspects les plus remarquables du programme de blindage est à quel point il a été mis en œuvre rapidement une fois que le besoin a été reconnu. De l'analyse initiale du colonel Gros en octobre 1942 à la production à grande échelle à la fin de 1943, il ne s'est écoulé qu'un an. Cette chronologie inclut le développement de la conception, les tests de prototypes, la sélection des contractants, l'augmentation de la production et la logistique de distribution. Le programme représente également une coopération alliée efficace. Les Britanniques ont fourni la capacité de production initiale via Wilkinson Sword. Les métallurgistes britanniques ont contribué leur expertise dans les alliages d'acier. Le Royaume-Uni a fourni 9600 gilets de flak aux États-Unis sous le programme de pré-buy inversé. Les fabricants américains ont augmenté la production en utilisant les conceptions britanniques comme base. Le Metropolitan Museum of Art a fourni la recherche en design qui a amélioré les versions américaines. La collaboration a traversé les frontières organisationnelles de manière inhabituelle, même en temps de guerre. Le colonel Malcolm Gros a continué ses innovations tout au long de la guerre. Au-delà du blindage corporel, il a développé de meilleurs systèmes d'oxygène qui ont réduit l'hypoxie à haute altitude. Il a créé des foyers de repos où les équipages stressés par le combat pouvaient se rétablir entre les missions. Il a institué des programmes de dépistage et de soutien psychiatrique qui ont réduit les ruptures de fatigue de combat. Son approche holistique de la santé de l'équipage a abordé simultanément les défis physiques et mentaux. En juillet 1943, le colonel Gros a reçu la Légion du Mérite pour avoir développé du blindage corporel pour protéger les équipages de combat. La citation notait qu'une étude des blessures a montré que près de 70% étaient causées par des missiles à vitesse relativement basse, et qu'il a ouvert la voie au développement de blindages corporels légers et de casques en acier qui ont sauvé de nombreuses vies et amélioré considérablement le moral des équipages de combat. En mai 1944, le général Gros a reçu la médaille du service distingué pour avoir développé un dispositif pour protéger les mitrailleurs du vent, des vêtements chauffés électriquement, des gants, des bottes, des chauffe-mains et des sacs pour les blessés, ainsi que des protecteurs de visage et de cou résistants au vent et au feu, et une ration de combat spéciale pour les missions de bombardement de longue durée. Les cas de gelure ont diminué et l'efficacité de vol a augmenté. Après une étude des échecs psychiatriques au combat, il a aidé à instituer des foyers de repos,
un nouveau système de permission spéciale et une formation spéciale pour les officiers médicaux dans les unités tactiques. Après la guerre, Gros a été nommé chirurgien général de l'armée de l'air des États-Unis en 1945 et en 1946. Lorsque les États-Unis ont créé une force aérienne indépendante en 1947, le service médical est initialement resté avec l'armée. Le 1er juillet 1949, Malcolm Gros est devenu le premier chirurgien général de l'armée de l'air des États-Unis, servant jusqu'au 30 novembre 1949. Il est retiré avec le grade de major général le 1er décembre 1949. Il meurt le 20 octobre 1960 à l'âge de 72 ans, ayant vécu pour voir l'épanouissement complet du programme de blindage corporel qu'il a initié. Les leçons tirées du programme de blindage de la Seconde Guerre mondiale ont influencé le développement de l'équipement de la guerre de Corée. Le gilet M1952 délivré aux troupes au sol en Corée utilisait du nylon balistique au lieu de plaques d'acier, mais suivait les mêmes principes de conception modulaire. Les gilets de flag de l'ère du Vietnam incorporaient des matériaux améliorés mais conservaient le concept fondamental de blindage flexible fournissant une protection contre les fragments. Le blindage corporel moderne avec des plaques en céramique et des tissus en Kevlar représente un progrès technologique, mais suit la même approche fondamentale que le colonel Gros a initiée en 1942. L'héritage de l'innovation du colonel Malcolm Gros s'étend jusqu'à nos jours. Chaque policier portant un gilet pare-balles, chaque soldat équipé de blindage corporel, chaque personne dont la vie a été protégée par la technologie de blindage flexible doit une dette au programme de gilets de flag de la Seconde Guerre mondiale. Le blindage corporel moderne a évolué technologiquement bien au-delà du gilet de vol M1, mais la fondation conceptuelle reste inchangée. Les plaques en céramique et les tissus en Kevlar d'aujourd'hui sont plus efficaces que les carrés d'acier au manganèse cousus dans la toile, mais ils servent la même fonction en fournissant une protection contre les fragments et les projectiles qui auraient sinon tué ou blessé. L'histoire de la façon dont le développement de gilets en acier par un chirurgien a sauvé des milliers de vies ne contient pas d'héroïsme de champ de bataille dramatique. Il n'y a pas de dernier combat ou de victoires impossibles contre des chances accablantes. Il s'agit plutôt d'une histoire d'observation attentive, d'analyse de données, de résolution créative de problèmes et de persévérance bureaucratique. Le colonel Gros a vu des modèles dans les blessures qu'il a traitées. Il a connecté ces modèles à une solution tirée de l'histoire. Il a collaboré avec des partenaires inhabituels pour développer et tester cette solution. Il a plaidé en faveur de son adoption malgré le scepticisme. Il a réussi parce que les preuves étaient irréfutables et que le besoin était désespéré. Le programme de gilet de flag a démontré que la technologie peut sauver des vies, même dans les environnements les plus meurtriers, si les bons problèmes sont identifiés et abordés de manière systématique. La protection ne nécessite pas une invulnérabilité parfaite. Elle nécessite une protection adéquate contre les menaces les plus courantes pour réduire les victimes à des niveaux acceptables. Le gilet de vol M1 ne pouvait pas arrêter tout, mais il n'avait pas besoin de le faire. Il devait arrêter la majorité des fragments la majorité du temps, et c'est exactement ce qu'il a fait. L'offensive combinée des bombardiers a exigé un tribut terrible. À la fin de la guerre, la 8e et la 15e force aérienne ont ensemble subi plus de 27 000 tués au combat et 9 000 blessés au combat. Le commandement des bombardiers de la RAF a perdu plus de 55 000 hommes tués, avec environ 18 000 blessés. L'ampleur des pertes souligne l'importance de toute mesure qui pourrait améliorer les taux de survie. Le blindage corporel a représenté l'une des initiatives les plus efficaces pour sauver des vies de toute la guerre aérienne, avec des réductions de victimes documentées de 60% dans l'ensemble et de plus de 77% pour les blessures mortelles au torse. Les équipages de bombardiers qui ont volé à travers les cieux remplis de flaques au-dessus de l'Allemagne en 1944 avaient des chances de survie dramatiquement améliorées par rapport à ceux qui ont effectué les mêmes missions en 1942. De meilleurs chasseurs ont aidé. De meilleures tactiques ont aidé. Mais le blindage corporel a aidé plus que la plupart des gens le réalisent, car il a abordé la cause la plus courante des victimes. Des milliers d'aviateurs ont survécu à leur tournée de combat et sont rentrés chez eux parce qu'un chirurgien a insisté sur le fait que leurs blessures étaient évitables et a travaillé sans relâche pour le prouver.
Le centre médical Malcolm Gros à la base aérienne d'Andrew est nommé en son honneur, assurant que les générations futures de personnel médical de l'armée de l'air se souviendront du chirurgien qui a initié le blindage corporel moderne. Ces innovations en médecine aéronautique s'étendent bien au-delà du gilet de flak. Il a développé une protection contre les coups de vent pour les mitrailleurs, des vêtements chauffés électriquement qui ont réduit les gelures, de meilleurs systèmes d'oxygène, des programmes de soutien psychiatrique et des installations de repos pour les aviateurs stressés par le combat. Chaque innovation a abordé un problème spécifique identifié à travers l'analyse systématique des données médicales. Le Metropolitan Museum of Art a créé des expositions dans les décennies suivantes montrant la connexion entre l'armure de brigandine médiévale et les gilets de flak modernes. Les expositions ont présenté une armure de brigandine du XVe siècle à côté d'un gilet de vol M1, démontrant comment le principe de petites plaques superposées a été adapté de l'armure ancienne aux matériaux modernes. Les conservateurs du musée ont noté que le défi éternel de la guerre de protéger les soldats a trouvé de nouvelles solutions grâce à l'application créative de connaissances historiques. La société Wilkinson Swart a repris la production civile après la guerre, revenant aux rasoirs et aux outils de jardin, mais l'entreprise a conservé la fierté de sa contribution au programme de gilets de flak. Les histoires de l'entreprise publiées dans les décennies suivantes ont consacré un espace important à la collaboration avec le colonel Gros et au développement d'équipements de protection qui ont sauvé des milliers de vies américaines. L'histoire du développement du gilet de flak contient des leçons qui restent pertinentes des décennies plus tard. L'innovation vient souvent de sources inattendues. Un officier chirurgical, et non un spécialiste des achats, a identifié le problème et proposé la solution. Un fabricant d'épées, et non une entreprise de blindage, a fourni la capacité de production initiale. Un musée des beaux-arts, et non un laboratoire de recherche militaire, a fourni l'expertise de conception critique. Le programme a réussi parce qu'il a puisé dans des sources diverses de connaissances et de capacités. Le programme a également démontré la valeur de la prise de décision basée sur les données. La proposition initiale du colonel Gros reposait sur des statistiques médicales solides. Les tests ont fourni des preuves claires de l'efficacité. L'expansion à la production complète a été justifiée par la réduction des victimes dans les unités utilisant le blindage. À chaque étape, les décisions étaient basées sur des preuves plutôt que sur des hypothèses. Cette approche rigoureuse a surmonté le scepticisme et la résistance bureaucratique. Peut-être plus important encore, le programme a montré que des vies pouvaient être sauvées grâce à la technologie de protection, même dans les environnements les plus meurtriers. Le programme de gilet de flak est l'une des innovations militaires rapides les plus réussies de la Seconde Guerre mondiale. De l'identification du problème en octobre 1942 à la mise en œuvre complète à la fin de 1943, cela représente un délai exceptionnellement court pour un programme qui nécessitait une nouvelle conception d'équipement, des tests, des négociations de contrats, une augmentation de la production et une logistique de distribution. Le succès résulte de preuves claires de nécessité, de conception de solutions pratiques, de collaboration efficace entre les entités militaires et civiles, et de soutien inébranlable de la direction de l'armée de l'air qui a reconnu que la protection des équipages était essentielle pour maintenir la campagne de bombardement. Dans les annales de la médecine militaire, le développement du blindage corporel pour les équipages de bombardiers par le colonel Malcolm Gros représente un triomphe de l'observation systématique et de l'innovation basée sur les preuves. Il a vu des modèles dans les victimes qu'il a traitées, a identifié une cause évitable, a conçu une solution pratique, a prouvé son efficacité par des tests et a persévéré jusqu'à ce qu'elle devienne un équipement standard. Son travail a établi des principes qui continuent de protéger le personnel militaire et les agents de la force publique aujourd'hui. Le concept fondamental reste inchangé. Identifier la menace. Conception de protection appropriée. Équilibre du poids et de l'efficacité, test dans des conditions réelles et émission comme équipement standard. Les mathématiques de la guerre aérienne ont été modifiées fondamentalement par l'introduction du blindage corporel. Avant le blindage, environ 36% des équipages touchés par des fragments à la poitrine sont morts. Après le blindage, ce taux de mortalité est tombé à 8%.
L'amélioration de la survie a changé la psychologie, les tactiques et finalement a contribué aux résultats de la campagne aérienne. Les équipages qui croyaient avoir une chance raisonnable de survivre à leur tournée de combat volaient avec plus de confiance. Les commandants pouvaient planifier des missions plus agressives en sachant que les taux de perte d'équipage étaient gérables. L'histoire sert de rappel que l'innovation vient souvent de sources inattendues, que les systèmes bureaucratiques peuvent être navigués lorsque les enjeux sont clairs, que la collaboration entre les frontières produit de meilleurs résultats que les efforts isolés, et que les décisions basées sur les données conduisent à de meilleurs résultats que les hypothèses. Le plus important, cependant, est qu'elle nous rappelle que les individus peuvent faire des différences qui résonnent à travers les générations. Un chirurgien travaillant avec une entreprise d'épée et un musée a créé une solution qui a sauvé des milliers de vies et a changé la façon dont les militaires pensent à la protection de leurs personnes. Dans leur transformation de concept à réalité se trouve non seulement le salut des aviateurs individuels, mais la validation d'un principe qui reste vital aujourd'hui. Que l'observation attentive, la pensée créative et le plaidoyer persistant peuvent surmonter même les défis les plus redoutables lorsque des vies sont en jeu. C'est l'héritage durable du programme de gilet de flag du colonel Malcolm Gros. Un témoignage de ce qu'un individu déterminé peut accomplir lorsqu'il est armé de données, de dévouement et d'un engagement inébranlable à protéger ceux qui servent.